Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. T'es pas jaloux, c'est comme ça, Denis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus chez vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Bonjour Denis. Oui, Virginie, ça va. elle a mis la tenue, genre, on sent qu'on est fin de semaine et qu'elle va sortir. C'est vrai. Là, je pense Ça qu'après se voit l'émission, tant que ça. il y a dîner, petite soirée sympathique et Rentrer match de tard foot. le lendemain. Match de foot? Ah bah oui, match de foot jure. habillé comme On ça. va au match de foot comme ça? Mais bien sûr. Non. Bah si. Ah si, c'est. Même en hiver. Un match de foot comme ça. Bah, je sais pas, vous avez qu'à venir. Ah, vous nous invitez? Allez. Bon, alors ce soir, foot. Denis, ça va? Denis Berger ça- est avec ça va nous. très bien, Le ouais. rédacteur en chef de l'Essentiel est avec nous. Et tout au long de cette émission, alors j'ai plusieurs rendez-vous, on va parler beaucoup de filles aujourd'hui dans l'émission. Ça vous Parce plaît que- pas? D'où la grimace. Non, parce que vous allez voir qu'en deuxième partie, enfin, je ne peux pas tout vous raconter, mais il y a des moments où finalement, on sent qu'on manque d'être entre potes et pouvoir un peu discuter, parce que là, on n'aura pas la loi. Quoi. Vous voulez que je vous laisse? Non, ça va aller. Là, on est encore deux. Deux contre un, on va pas y arriver avec Virginie. Non, je pense Non pas. Virginie a 2 contre 1, c'est pas possible. Alors, je voulais juste vous dire que dans un premier temps, nous allions parler avec Denis. Votre avis nous intéresse, et là, on va parler d'un sujet plutôt sérieux, c'est la violence faite aux enseignants, que ce soit par les élèves ou les parents. Denis nous donnera son avis, mais surtout, vous, avant, pour que Denis puisse comparer le sien avec le vôtre. Virginie, ensuite, nous parlera de ses pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi Virginie s'habille comme ça pour aller au foot. On devra trouver, nous, la réponse avec Denis tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons psy avec notre spécialiste maison. Elle reviendra justement sur cette violence faite aux... Pourquoi vous me profs. regardez quand vous parlez de violence? Mais parce que c'est votre thème aujourd'hui, dans votre avis. On a des nous témoins intéresse. surtout. Et après, j'aurai la Faites chance de attention, rejoindre... Jean-Luc, Et après, j'aurai la chance de rejoindre l'autre table de Bienvenue chez vous, parce que 4 pionnières viendront nous raconter leur Des histoire. pionnières. Que sont des pionnières? Hein, c'est une bonne question. Il y aura une pionnière luxembourgeoise, une pionnière de Bruxelles, de Paris. Nous aurons 2 porteuses de projets. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus, mais Ça a rapport en avec tout cas, l'entreprise. il manque en tout cas une pionnière lorraine. Donc peut-être qu'à la fin de l'émission, On aura peut-être trouvé. on aura peut-être trouvé, on aura peut-être lancé, on ne sait pas, peut-être que l'essentiel peut nous aider à ce niveau-là, de dire mais qui peut être demain la pionnière lorraine? Ça, ce sera pour tout à l'heure. On va démarrer avec votre avis nous intéresse. Denis, alors on va revenir, c'était mi-septembre du côté de Bordeaux et un peu partout, il y avait des agressions, en tout cas 2 en 2 jours, et vous m'avez dit plus. Moi, je trouve qu'il y en a eu 4 dans la première semaine de la rentrée. Et Après, c'est- ça a l'air de s'être calmé un peu. Et cette rentrée, elle est quand même assez tente parce que du coup, les professeurs, on a l'impression que traversent des burn-out. Par moments, on les sent dépassés par les événements. Lorsqu'on analyse un peu l'absentisme, on se rend compte que les professeurs sont plus souvent absents parce que pas bien dans leur propos, parce qu'il se passe des choses. Et on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, ce phénomène, il date pas, on est d'accord, d'hier, mais quand même là, il y a quand même des proportions qui deviennent dangereuses. Quoi. Il y a quelque chose qui me sidère toujours et qu'on avance peu, c'est en fait l'école, elle est représentative de la société dans laquelle elle vit. La société d'aujourd'hui, elle est hyper violente. Elle est hyper violente. Vous arrêtez à un feu rouge, vous n'êtes pas arrêté comme il fallait, ça klaxonne. Les automobilistes, il n'y a rien de plus violent que les automobilistes entre eux. Donc pourquoi l'école serait à un moment donné un sanctuaire à l'abri de toute cette violence qu'on peut voir tous les jours, que ce soit dans des faits divers, mais qu'on peut aussi subir nous les uns les autres et qu'on fait aussi subir parfois. Moi, le premier, je râle après quelqu'un qui avance pas assez vite. Voilà, donc je crois que l'école, elle est pas à l'abri de la Mais société. elle devrait l'être en tout cas. Oui, elle devrait l'être, mais je pense que c'est utopique de vouloir la croire. La société, elle est dure pour les parents parce que souvent, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. Ceux qui travaillent ont excessivement peur de perdre un jour leur emploi. Donc, on est quand même sur des bases qui sont très fragiles au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie, à plein de niveaux, qui fait que moi j'ai l'impression qu'on est toujours en limite de pétage de plomb dans cette société, dans la société d'aujourd'hui. Pas seulement la société française, dans les autres pays c'est pareil. Votre avis nous intéresse sur ce sujet. C'est inadmissible que des parents se révoltent et viennent à l'école pour taper sur des professeurs. C'est inadmissible. Je ne comprends pas ça, cette situation.
l'éducation nationale devrait, à ce moment-là, décider et dire voilà, il faut qu'on travaille comme ça et comme ça. Et pas autrement, ce n'est pas les parents qui doivent, à l'école, faire la loi. Les enfants doivent être respectueux et écouter les professeurs. Il faudrait que les parents prennent leurs responsabilités et éduquent leurs enfants dans le respect notamment des professeurs. C'est un métier absolument difficile et il est inadmissible aujourd'hui que des élèves s'attaquent à leurs professeurs. Je trouve que c'est de plus en plus que ça se fait et c'est pas normal. Je comprends pas comment on peut vouloir taper son prof, être violent avec, sachant que c'est quelqu'un qui nous apporte plutôt du bien. Je pense que le souci, c'est l'éducation que font les parents. Leurs enfants, ils sont moins stricts qu'avant. Donc forcément, ils prennent plus d'assurance. Enfin, c'est vraiment l'éducation, un souci d'éducation. C'est vrai que souvent, nous les élèves, on a tendance à, même dans le langage, mal leur parler et tout. On se rend pas forcément compte que c'est un métier difficile qu'ils font et que pour eux, c'est pas facile de se faire respecter et on devrait faire peut-être plus attention. Ce qu'on pourrait faire, ce serait surtout déjà prendre les dispositifs nécessaires, mettre quelqu'un qui travaillerait dans la sécurité et plus de sanctions graves, parce que des renvois ou des choses comme ça suffit pas. Dans les années 60, dans le lycée où j'étais, au lycée Faber pour ne pas le nommer, nous étions d'abord pions. Et on était donc 50 pions. Il y avait 25 pions d'externat et 25 pions d'internat. Donc la sécurité était assurée, les élèves étaient encadrés et ça marchait très très bien. Avec le taux de chômage qu'il y a aujourd'hui, on pourrait encore faire mieux, mettre beaucoup plus d'éducateurs ou voir à terme si c'est toujours un problème, mettre en place, comme aux États-Unis ils le font déjà, des policiers dans les écoles. Je pense que ce n'est pas une solution, ça attirerait plutôt la violence. Plutôt qu'autre chose. Moi, je souhaiterais un retour un peu plus, bien sûr, à la fermeté, le laxisme, et puis surtout que les parents, les 68 arts, là, se reprennent un petit peu en main, et puis se disent que c'est quand même eux les patrons, c'est eux le patron de la maison, c'est pas la rue. Vous êtes 68 arts, vous? Moi, je suis très cool avec mes enfants, mais quand il faut être ferme, je suis ferme. Voilà, je crois que. Vous en pensez quoi? D'abord, on va saluer tout de suite l'arrivée sur ce plateau de Sylvie Marx. Sylvie Siranka Marx de Vagir, ça va? Oui, très bien, merci. Psychologue de son étape, psychothérapeute, qu'est-ce que je peux dire? Oui, psychologue, psychothérapeute sur tout ce qui concerne la famille et le couple. Ça tombe bien parce qu'on est en train de parler. Alors, de ces enfants-là, de ce que vous venez d'entendre, vous dites quoi? Que les parents sont responsables? Non, pas forcément, si. Oui, non, mais tout le monde est responsable. On est tous à un moment responsables de ce qui se passe. Je reprends ce que je disais. C'est la société, elle est hyper violente. Donc pourquoi l'école, qui est une partie de cette société, ne serait pas à l'image... Pourquoi l'école? Regardez les images à la télé, regardez les paroles de certaines chansons. C'est beaucoup plus violent quand nous étions enfants tous les deux. Quand moi j'étais enfant, on pouvait jouer dehors, il y avait peu de risques. Aujourd'hui, quel parent laisse son enfant jouer seul dehors? Il y avait moins de voitures. Enfin, c'était pas du tout la même. Je pense que l'ambiance n'était pas la même. Et l'ambiance d'aujourd'hui, elle est très prégnante, elle est très violente. La société, pas seulement la société française, mais c'est le cas aussi en Allemagne, en Belgique, c'est le cas aux États-Unis. Donc les enfants ne sont finalement que le reflet de la société. Comme le disaient nos amis téléspectateurs, est-ce que si on mettait plus de pions dans les établissements, ça changerait les choses? Moi, je pense pas. Je pense que c'est pas en multipliant le nombre Si, vous pensez que ce serait différent? Parce que cette violence-là, elle n'est pas à l'intérieur de l'école. Il y a ce sentiment de mal-être que certains enfants peuvent vivre dans certains quartiers qui sont très difficiles, avec des parents qui ont des conditions de vie très difficiles. On part très tôt, on rentre très tard le soir, hyper fatigué, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de ses gosses. Moi, j'ai vécu avec une maman qui était à la maison, qui avait le temps de s'occuper de ma sœur et de moi. Mon père, il travaillait beaucoup, il avait souvent 2 boulots pour ramener un peu plus d'argent, mais on avait quelqu'un à la maison pour s'occuper de nous. Et aujourd'hui, la société de consommation fait qu'il y a quasiment une obligation à ce qu'on travaille à 2 pour pouvoir se payer une maison, une voiture, des téléphones portables, enfin que sais-je. Et donc les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes, et des enfants livrés à eux-mêmes, c'est des enfants, je dirais pas mal éduqués, je ne me permettrai pas de dire ça parce que non, mais je connais... déresponsabiliser aussi les enfants, je pense.
Non, mais je connais c'est très difficile d'élever des enfants et de leur apprendre les règles élémentaires, par exemple, de politesse. Moi, je suis souvent sidéré. Si vous allez dans une boulangerie le matin, écoutez combien de gens rentrent dans la boulangerie en disant bonjour, combien de gens disent à la boulangère je veux 2 baguettes, s'il vous plaît, madame, et combien payent en disant merci, au revoir, bonne journée. Vous allez vous apercevoir que c'est pas beaucoup de gens, c'est peu de gens aujourd'hui. Du coup, tu es pour le retour de la morale à l'école? Non, je ne sais pas ce que c'est la morale. Enfin, la politesse, c'est aussi savoir vivre les uns avec les autres. C'est-à-dire savoir, c'est tout bête. Moi, je ne sais pas, je reprends toujours mes enfants. Enfin, quand ils étaient petits, c'était souvent. J'ai pas entendu le mot magique. Le mot magique, c'était s'il te plaît. Oui, ça c'est pas de s'il te plaît. C'est important de le faire. Oui. Ils pouvaient attendre avant d'avoir un biberon ou avant d'avoir un goûter. J'ai pas entendu le mot magique. Ils sont grands aujourd'hui. Parfois, ils oublient. Je répète encore. C'est quoi le mot magique? Ah oui, s'il te plaît, merci. C'est bête comme chou, mais c'est des choses qui demandent beaucoup d'investissement de la part des parents. Moi, je ne jetterais pas la pierre aux parents. Enfin, je trouve que, par exemple, dans l'histoire où la maman est allée taper une prof, je trouve qu'au final, il y a 2 victimes. Il y a la prof qui est victime parce qu'on ne peut pas être agressé sur son lieu de travail quand on enseigne, qui est un métier fabuleux, quand on essaye de donner du savoir et un savoir qui est indispensable à des élèves. Et en même temps, le gamin de la maman qui a agressé la prof, il est victime aussi parce que je ne le vois pas remettre les pieds dans l'établissement où il était. Il va toujours être montré comme celui dont la mère a agressé un prof, même s'il va dans un autre établissement. Et alors moi, j'avais une solution là-dessus. J'ai entendu les hommes politiques dire « on supprime les agressions familiales ». Moi, j'en avais une autre qui était de dire, quand un joueur de foot, il agresse un arbitre, on lui demande d'aller arbitrer pendant un certain temps pour se rendre compte de la difficulté que c'est d'arbitrer. Moi, je proposerais que cette maman, on la mette dans un collège, en travail d'intérêt général pendant un moment, qu'on lui donne un poste de surveillante d'éducation, de pionne, comme disait le monsieur dans le reportage, et puis elle verrait peut-être quelle difficulté c'est tous les jours d'être confrontée à des jeunes, à des ados qui sont pas polis, qui sont pas respectueux. Ça lui en apprendrait peut-être beaucoup plus que... C'est ce qu'on fait pour certains jeunes en insertion. Hein. C'est tout à fait ce qui est pratiqué. Moi, je dis que la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup de familles monoparentales ou de 2 parents qui travaillent. Et du coup, il y a un vrai manque de sécurité pour les enfants. C'est-à-dire que quand ils rentrent à la maison, il n'y a plus personne, où ils ont la clé autour du cou très très petit. Et donc il y a une insécurité qui va créer un stress au fur et à mesure. Et un stress autant chez les enfants que chez les parents. Et on sait très bien qu'il y a 4 étapes, peur, souffrance, agressivité et violence. Et ça sera toujours ces 4 étapes qui vont évoluer comme ça. Donc la problématique, elle vient de là, elle vient de comment est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'il n'y a pas des choix à faire. Parfois des gens travaillent et ils me disent même en consultation, il va me rester 300 € à la fin du mois. Est-ce que ces 300 €-là, ils ne vont pas devoir les mettre chez la psychologue, excusez-moi, en consultation parce que justement ils n'étaient pas là et qu'il n'y a pas eu ces repères-là? Oui, c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, quand vous voyez, par exemple, si on parle de certains frontaliers qui partent très tôt le matin, je sais que dans la ville où j'habite, à Thionville, il y a du périscolaire qui ouvre à 7h, à 7h30 le matin. Vous avez des gamins de 3 ans, pas des 12 ans, des 3 ans qui arrivent à 7h30 au périscolaire, qui attendent 1 heure, qui vont à l'école, qui mangent à la cantine, qui ressortent de la cantine pour retourner à l'école, qui sortent de l'école pour retourner au périscolaire. Ils ont fait 7h30, 18h30, ils ont fait une journée de 11 heures. Mais les parents, ils ne sont pas forcément responsables et ils doivent travailler. Non mais d'accord, aussi. mais c'est des enfants, des petits. Quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est petits. C'est des enfants qui font 11 heures. Donc qui, sur une semaine de 5 jours, vont faire 55 heures. Donc ils sont, comme le disait Sylvie, dans des situations complètement inconfortables, ballottées à droite, à gauche. Quand on a 3 ans, 55 heures hors de chez soi, sans ses parents, c'est une montagne. C'est ça. Pour la construction de l'enfant, c'est énorme. On vous retrouvera tout à l'heure. Sylvie, merci Denis. Vous restez bien sûr avec nous pour cette première partie. Je ne me permettrai pas, je sais très bien que ça, c'est pas possible. Donc, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette première partie. Sylvie, vous allez intervenir tout à l'heure, juste après Virginie, pour nous parler du besoin des femmes d'être forcément à un moment donné de leur vie enceintes ou pas. Mais si elles font le choix d'être enceintes, pourquoi? Et si elles font le choix de ne pas l'être,
Pourquoi? On va essayer de comprendre un peu ce qui peut se passer dans la tête de certaines tout à l'heure. Avant cela, on va un petit peu se divertir. Ce qui peut se passer dans la tête des femmes. Vous n'aviez pas vu le film avec Mel Gibson? Oui, si. tout à fait. C'est pour ça. Mais moi aussi. Je peux vous dire que c'est pas un long fleuve tranquille. On va d'abord détendre l'atmosphère avec les pourquoi de Virginie. Moi, j'en aurai un pour vous juste après. Virginie, allez-y. D'accord, alors d'autres pourquoi. Donc vous jouez, vous n'hésitez pas, vous proposez, même n'importe quoi, personne ne sera puni, promis. Dommage. Promis. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Nous, mais on non. a mort de nouveau. Comme chaque semaine, on a notre quart d'heure où on passe pour les. On devient ridicule. Moi, j'ose bah. plus sortir. Ah, mais moi non plus. Mais vous n'avez même pas trouvé ça. Regardez bien aujourd'hui. Vous avez encore 2 exemples pour pouvoir nous traîner dans la boue de Denis et moi, si vous le voulez. Allez-y. Pourquoi le hot dog porte-t-il ce nom, à votre avis? Sylvie va nous aider. Le hot dog. Le hot dog. Le chien chaud. Le chien chaud. Oui, ça a veut dire rapport avec chien le chien ou pas? Ah, oui. Oui. Donc le chien, on voit toujours que le chien, dans tous les dessins animés... Parce que la saucisse qui est dans un hot dog ressemble fort à un teckel. Pas un teckel. Mais c'est presque ça. c'est pas teckel, c'est comment s'appelle l'autre qui est en forme de saucisse. Là, c'est ça. Le basset. Le basset. Et oui, c'est l'arrivée du basset. Bravo. Ça, c'est bien une première. Sortir ce soir. Ce soir, on peut y aller. Oui, l'arrivée du basset aux États-Unis, donc ça a été une blague avec donc la forme de la saucisse, avec le basset, c'est ça, donc le hot dog pour le basset. Vous êtes fiers de nous, quand même. Franchement, 20 sur 20. Allez-y. 20 sur 20, les garçons. La deuxième, Virginie? Bravo. On a nos photos avec les notes? Oui, normalement. Vous voulez avoir non, aujourd'hui, on les a pas. On avait des zéros. Oui, mais bon, à partir du moment où on nous met des zéros, vous pensez bien, Denis, que ça n'existe plus du dans coup, cette vous maison. ne voulez plus du coup, vous n'avez pas de 20 sur 20. Bah oui, mais bon, c'était un choix, parce qu'on pensait, franchement, Denis et moi, avoir de nouveaux zéros. Vous n'êtes pas fait assez confiance. C'est vrai, on manque de confiance, évident. Mais du coup, vous allez vous rattraper. Pourquoi se frotte-t-on les doigts pour évoquer de l'argent? Ça, pour dire du pognon? Oui. Vous voyez, c'est Sylvie? pas parce qu'on comptait les billets comme ça à une époque, non? On comptait les billets comme ça? Non, on comptait les billets comme... Oui. Les gens qui... les billets. Parce qu'après avoir compté des billets, il restait de la poussière sur les doigts. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas le fait de compter les billets non plus. Non, enfin, compter les billets un peu. Ah. Il y a le toucher avec le billet, il y a quelque chose. Est-ce que il y avait... Pour pouvoir compter les billets, on se mettait des petits trucs au bout des doigts pour pouvoir mieux les... Non, c'est pas l'épaisseur des billets, je pourrais jouer, genre un billet de $1 est moins épais qu'un billet de 5, et donc du coup on fait comme ça pour compter les billets? Ah non. Alors, on donne du mal quand même pour trouver des idées. Moi je trouve que c'est très bien. Sylvie, vous n'avez rien proposé? Non, je vois le lien Sylvie, au billet. elle utilise que la carte bleue. Ah, c'est pour ça. Le geste, c'est pas comme ça, c'est juste comme ça. Alors c'est un geste qu'on fait récemment parce que c'est grâce à une invention qui est assez récente. Les pièces, non, quand même pas les pièces. C'est un geste récent. Non, ça remonte pas à la nuit des temps. Ça remonte pas à la nuit des temps. Je peux pas trop vous donner d'indices. Honnêtement, là, je dois avouer qu'en dehors de les compter, on va donner notre langue au chat. Donnez votre langue au chat. C'est arrivé avec les distributeurs automatiques. En fait, ils ont eu un souci avec l'électricité qui se mettait entre les billets. Ils étaient collés. Et donc, ça arrivait souvent qu'il y ait plusieurs billets qui sortaient en même temps. Donc du coup, on les séparait, comme ça. Et voilà, maintenant ils ont réglé le problème, bien sûr. C'est bien dommage, ils ont trouvé un système. En même temps. Moi, je ne me serais jamais plaint à vous. Ah non. Et vous? Non plus. Du coup, Jean-Luc, vengez-vous. Oui, alors moi j'en ai une pour vous 3, parce que moi forcément j'ai la réponse. Alors, vous êtes peut-être amateur de champagne qui reste comme la boisson star de toutes les fêtes. Oui, non? Bien sûr. Vous en consommez avec modération, Denis? Oui. Un peu. Toujours. Très bien. Alors, je voudrais juste vous demander, qu'est-ce qui fait que, quand vous avez un verre de champagne et que vous versez du champagne à l'intérieur, se produit cet effet de pétillement de bulles? Qu'est-ce qui fait ça? Deuxième question, peut-il y avoir des grosses et des petites bulles? Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait des petites et des grosses bulles? On va démarrer déjà par, qu'est-ce qui fait qu'au contact d'un verre... Fermentation. Non. Vous devriez le savoir. Moi, ce que je sais, Jean-Luc, c'est que si on a un verre qui est stérilisé et qu'on met du champagne dedans, on n'aura aucune bulle. Donc c'est les impuretés qui sont dans le verre qui vont provoquer. Bravo. Ça, pour la première, c'est bon. Là, je dois avouer qu'elle est
C'était un pourquoi qu'elle voulait. Peut-être nous fourguer l'année prochaine. Non, mais c'est parce que j'ai testé. C'est vrai, quand vous sortez un verre du lave-vaisselle, j'ai beaucoup testé le champagne, moi. Oui, d'accord, mais cela dit. Non, j'ai jamais stérilisé un verre pour voir si j'ai. Non, il va falloir commencer. Deuxième chose. Pour le champagne, oui, on stérilise. Normalement, c'est ça qu'il n'y a pas de bulles dans le lait. Oui. Ça y est. Et ensuite, juste après, alors, la grosseur des bulles, ça peut provenir de quoi? Pourquoi des bulles sont grosses? Parce que souvent on dit que le champagne d'excellence, les bulles sont petites et pétillantes, et que le champagne a un peu moins d'excellence, a des grosses bulles. Par rapport au sucre qu'on rajoute dedans? S'il y a trop de sucre? Elle devient énervante aujourd'hui. Ou alors elle lit mes fiches. Ah non, oui. Parce que là maintenant, il y a là, reportage, j'en ai marre, regardez. C'est dans la composition. Le matin, Gérard Liger-Belair se sert une coupe de champagne. Ce n'est pas pour la boire, mais pour en étudier l'effervescence. Depuis 15 ans, ce professeur de physique de l'université de Reims est passionné par la bulle de champagne. On en compte environ 2 millions dans une seule flûte. Mais au fait, comment se forme-t-elle? S'il n'y avait pas de particules à la surface de la flûte, il n'y aurait tout simplement pas de production de bulles. Donc pour qu'il y ait des bulles à la surface d'une flûte, cette flûte doit être tapissée de petites particules qui en général sont des petites particules de cellulose. C'est tout simplement des petites poussières qui se sont déposées à la surface du verre. La bulle, c'est du gaz carbonique. Dans la bouteille, on l'obtient lors de la deuxième fermentation du champagne en ajoutant au vin du sucre et de la levure. Pour obtenir des bulles très fines, préférées par les producteurs et les consommateurs, notre scientifique a trouvé la formule magique. 18 grammes de sucre par litre de champagne au lieu de 24 habituellement. Plus le champagne est riche en gaz carbonique, plus les bulles vont grossir vite, donc plus les bulles vont être grosses. Donc pour réduire cette concentration en gaz carbonique et pour réduire la taille des bulles, il faut effectivement mettre un petit peu moins de sucre au moment de la fermentation pour produire un petit peu moins de gaz carbonique dans le champagne à ce moment-là. Une fois qu'on a compris tout ça, on peut ensuite dompter les bulles. En faisant des encoches au fond de la flûte, par exemple, on obtient un sillon vertical très esthétique. On essaye de déterminer quel est le taux de captation de chaque verre pour la préservation et le dégagement du gaz carbonique. Donc on essaye de voir si effectivement la forme retient, respecte et accompagne correctement les émanations liées à l'effervescente. Dernier secret du professeur, plutôt que la coupe ou la flûte, préférez un verre en forme de tulipe pour préserver tout l'arôme du champagne. À consommer forcément avec modération. Il y a une dégustation du coup? Non, on ne peut pas. Mais on pourra le faire avec du cidre à joue si vous voulez. Mais cela dit, on va voir ça différemment parce que maintenant, lorsqu'on va se faire servir une coupe de champagne, on pourra dire « Ah, le verre a été moyennement nettoyé ». Ce qui me sidère tout le temps, ce sont les chercheurs. Le mec qui passe sa journée à étudier des bulles de champagne. Bah oui, mais en même temps... Moi, j'imagine dans un club de vacances, vous faites quoi dans la vie? J'étudie les bulles de champagne. Ça fait 30 ans. Vous êtes à combien de bouteilles là aujourd'hui? Et ça fait 30 ans que je fais ça. C'est un bon métier, non? Oui, ça peut être sympa comme métier quand même. Je trouve ça... On va maintenant parler avec Sylvie avant de rejoindre les pionnières dont je vous parlais tout à l'heure. Elles seront là dans quelques minutes. Avec vous, Sylvie, je voudrais revenir sur une période de la vie des femmes, celles qui décident d'avoir des enfants, donc d'être enceintes, et les autres qui n'en ressentent pas le besoin. J'aurais juste besoin de comprendre pourquoi certaines ont besoin, absolument besoin d'être maman, et d'autres finalement n'ont pas plus besoin que ça d'être maman. Alors, on parlait de l'instinct maternel, en fait. Alors, on constate que l'enfant se construit à partir de 4 ans avec cet instinct maternel, où la petite fille va jouer avec sa poupée, lui donner à boire, et même construire une petite famille. Il y a papa, il y a maman, il y a les enfants, etc. Cette petite fille-là va développer à cet âge-là, jusqu'à l'âge à peu près de 9 ans, cet instinct maternel, on va dire. Et la question qu'on m'a souvent posée, c'était est-ce qu'il est plausible que des femmes n'aient pas cet instinct maternel, donc l'envie de procréer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, nous arrivons dans le nouvel ère de la femme moderne. Et dans cette nouvelle ère, il y a des femmes qui font le choix de garder leur liberté, parce que pour elles, avoir un enfant va engager quelque chose de l'ordre de l'attachement et donc une dépendance affective qui va être très forte. Et si cette femme va être carriériste ou j'ai déjà entendu, notamment en consultation, des femmes qui disent « je ne veux pas avoir d'enfant parce que j'ai bien peur de ne pas être une bonne mère ».
Et du coup, il y a ce mythe de la bonne mère. Alors évidemment, on va comprendre qu'il n'y a pas de métier, pour rebondir sur tout à l'heure, pas de métiers idéaux. Comme disait Freud, 3 métiers où il n'y a pas de mode d'emploi. Le premier, c'est gouverner, le deuxième, c'est psychanalyser, et le troisième, c'est éduquer. Et en fait, on va se rendre compte que l'idée de ce mythe de la bonne mère va faire le choix à certaines femmes de pouvoir dire « je me choisis ». Et je choisis, entre guillemets, égoïstement, diraient certains, mon indépendance et ma liberté. Et ces femmes-là vont se construire dans leur couple, mais pas dans leur couple parental. Avec un regret sur le tard ou pas? Alors parfois, on entend, disait Ruffo dans certaines conférences, on entend des regrets, mais en général, ce choix aujourd'hui, il est quand même... j'ai envie de dire, grâce aux méthodes modernes d'avortement, il est quand même très choisi en conscience. Il y a encore une pression sociale. Donc, il y a encore une pression sociale et une grosse influence sociale. Parce que pour être une famille idéale, il faut avoir papa, maman et les enfants. Et du coup, quand cette femme se choisit, elle va être quand même montrée du doigt dans la société d'aujourd'hui. C'est ça la différence. Et donc, la difficulté, c'est d'assumer ce choix. Denis ? Merci. Vous me demandez si j'ai des désirs d'être mère? Oui. Si vous voulez. Mère de Thionville, peut-être, je ne sais pas. Non, moi j'ai des désirs d'être père, oui, bien sûr. Sinon, j'aurais pas 5 enfants. 5? Ah oui, bien sûr. Bravo. Puis je revendique l'instinct paternel. Alors on voit que le désir d'être père, il vient plus tard, il vient vers 35 ans. Hein. Ah non, pas chez Alors 35 ans, alors que pour la femme, le désir de maternité aujourd'hui, les temps ont changé, les enfants étudient, etc. On voit que c'est de l'ordre de 27 ans à 30 ans, l'âge clé actuel pour avoir un enfant. Une femme qui n'aurait pas eu d'enfant, elle vivrait ça comment? Comme un échec, par exemple, ou pas? Alors certaines, pas du tout. Certaines pas du tout, parce que si c'est un choix en conscience, comme je le disais tout à l'heure, elle choisit d'être carriériste, elle choisit de construire son couple et elle choisit de rester, entre guillemets, la maîtresse de son mari, par exemple. Donc son fonctionnement psychologique, quand c'est un choix en conscience. La difficulté, c'est quand c'est un choix, j'ai envie de dire, médical. Il n'est pas judicieux que cette personne enfante pour des tas de raisons et de complications. Ça, c'est très difficile, parce que là, ça va engendrer de grandes frustrations psychologiques. Et quand vous parliez de choix en conscience, ça veut aussi dire qu'il faut être, je dirais, par rapport au regard des autres, il faut avoir une personnalité très affirmée. Tout à fait. Et pouvoir l'assumer, absolument, bien sûr, oui, tout à fait. C'est les femmes qui sont plus dures ou les hommes qui sont plus durs envers les femmes qui refusent? C'est les femmes entre femmes. C'est bien connu. Ça m'étonne pas. Eh bien, merci Sylvie pour tout cela. On va remercier également Denis. Denis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, vous serez au Salon de la voiture à Genève ou un truc comme ça. Donc j'ai bien compris. Au Mondial de l'auto à Paris, mais bon, c'est presque la même chose. C'est que je disais ça. Ah ça. J'étais pas loin quand même. Non, mais une année sur deux, c'est une fois. Il y a de l'idée. Il avait une chance sur deux. Il avait une chance sur deux, j'ai pas eu de chance, c'est comme ça. Mais en tout cas, il ne sera pas avec nous malheureusement. Mais c'est un Mondial de l'auto. D'accord. Et donc il ne sera pas. Tu nous en ramènes une? Donc il ne sera pas avec nous la semaine prochaine, je voudrais juste terminer là. Oui, il faudrait peut-être nous ramener quelque chose de beau à voir, ce serait sympa quand même. Une belle bien carrossée avec enfin, tout ce qu'il faut pour... Il y a une Fiat Panda 4x4 qui sort. Mettez-la moi de côté. Je croyais que vous parliez d'une hôtesse. Ah non, on parlait de voiture aussi. Non, il n'y a pas d'hôtesse dans les salons mondiaux de l'automobile. Pas du tout. Pas celui où je vais... J'ai des ennuis. Je m'adresse à la personne avec qui vous vivez. Il n'y a pas d'hôtesse à l'endroit. Denis, si vous pouvez croire ça, vous pouvez tout croire à mon avis. Donc le test a été fait, on verra bien. On a les images dès 15 jours prochains. Merci Sylvie, merci Virginie. Merci, là, on va enchaîner avec les pionnières. Alors, ce sont qui les pionnières? Mesdames, ça va forcément vous intéresser. Nous aussi. Mais là, pour le coup, c'est quand même vous qui êtes à l'honneur pendant une bonne petite demi-heure, juste après la pub.